Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de George Orwell 1984. Nous avions lu les 7 premiers chapitres et nous allons entamer le 8e avant une deuxième partie. Et donc on finit une grosse première partie de cette lecture. Si vous n'avez pas écouté les chapitres précédents, je vous invite à aller les revoir. Et sinon, écoutez, sans plus tarder, on commence notre lecture. C'est parti. Du fond du passage émane une odeur de café torréfié. Du vrai café, pas du café de la victoire. Winston marque le pas sans le vouloir, dans la rue. Pendant 2 secondes, il est de retour dans le monde à demi oublié de son enfance. Puis, une porte claque et interrompt le parfum aussi brusquement qu'on couperait un son. Il vient de parcourir des kilomètres sur les trottoirs et son ulcère variceux l'élance. C'est la 2e fois en 3 semaines qu'il rate une soirée au centre communautaire, ce qui est imprudent car on peut être sûr que le nombre des présences fait l'objet d'un contrôle scrupuleux. En principe, un membre du parti n'a pas de temps libre et il n'est jamais seul, sauf dans son lit. On considère que, hors de ses heures de service, des repas ou du temps de sommeil, il prend part à des loisirs communautaires. Faire quoi que ce soit qui dénote un penchant pour la solitude, ne serait-ce que marcher dans la ville, n'est jamais tout à fait anodin. Il y a même un mot pour ça en néo-parlé, vie perso, qui recouvre l'individualisme et l'excentricité. Mais ce soir, quand il est sorti du ministère, il s'est laissé tenter par l'air d'avril embaumé. Pour la première fois de l'année, le ciel était d'un bleu plus chaud, et tout à coup, affronter le boucan d'une interminable soirée au centre avec ses jeux tout aussi fastidieux qu'éprouvants, le catéchisme, la camaraderie, dont les rouages rouillés seraient huilés au gin, lui a semblé au-dessus de ses forces. Cédant à une envie subite, il a tourné le dos à l'arrêt d'autobus et il est parti vagabonder dans le dédale de Londres, au sud d'abord, à l'est ensuite, au nord enfin, et s'est perdu dans les rues quasi inconnues sans trop se préoccuper d'où il allait. S'il y a un espoir, a-t-il écrit dans son journal, il est du côté des prolos. Ces mots lui reviennent en tête comme une vérité mystique doublée d'une absurdité flagrante. Il se trouve quelque part dans les taudis brunâtres, zone floue vers l'est et le nord de ce qui était jadis la gare de Saint-Pancrace. Il remonte une rue pavée bordée de petites maisons à 2 étages dont les portes déglinguées ouvrent directement sur le trottoir et qui font singulièrement penser à des trous à rats. Entre les pavés, par-ci par-là, des flaques d'eau sale. Des foules innombrables grouillent un peu partout, entrant et sortant, longeant les ruelles étroites qui enserrent les maisons. Filles en fleurs, aux lèvres peintes de rouge violent, jeunes gens qui les pourchassent, grosses femmes bouffies, aux jambes torses qui donnent une idée de ce à quoi les filles ressemblent dans 10 ans, vieilles créatures courbées qui marchent en canard, enfants pieds nus et dépenaillés qui jouent dans les flaques jusqu'à ce que leur mère les éparpille d'un coup de gueule. Sur un bon quart des fenêtres, les carreaux cassés ont été remplacés par des planches. Dans l'ensemble, Winston passe inaperçu, même si certains le reluent avec une curiosité circonspecte. 2 femmes monstrueuses, avant-bras rouge brique croisés sur leur tablier, jacassent devant une porte. Il saisit les bribes de conversation au passage. « Eh oui, je lui fais, c'est bien gentil tout ça, mais si tu serais à ma place, t'aurais fait pareil. Parce que c'est toujours facile de critiquer, mais t'as pas les mêmes problèmes que moi. »« Bah tiens, répond l'autre, t'as raison. » Leurs voix stridentes se taisent subitement. Les femmes le détaillent dans un silence hostile. Hostile, peut-être pas. C'est plutôt une observation méfiante, une crispation momentanée, comme au passage d'un animal peu familier. L'uniforme bleu du parti ne court pas les rues dans le coin. D'ailleurs, il est mal avisé d'y être vu sauf en cas d'affaires précises. Si on croise une patrouille, on risque de se faire contrôler. « Je peux voir tes papiers, camarade? Qu'est-ce qui t'amène ici? À quelle heure as-tu quitté ton travail? C'est ton itinéraire habituel pour rentrer chez toi ?» Et ainsi de suite. Certes, aucun règlement n'interdit de rentrer chez soi par un chemin inhabituel, n'empêche le détail pourrait intéresser la mentopolice, le cas échéant. Tout à coup, branle-bas de combat. Ça hurle de tous les côtés. Les gens s'engouffrent dans les maisons en courant comme des lapins. Une jeune femme jaillit d'une porte un peu plus loin. Elle s'empare d'un enfant qui jouait dans une flaque, l'escamote dans son tablier et rentre dans la foulée. À cet instant, un homme au costume noir en accordéon sort d'une venelle et se précipite vers Winston en désignant le ciel d'un air affolé. « V'là les cocottes à vapeur! Fais gaffe, patron! Tu vas t'en prendre une sur le coin de la figure! Couche-toi, et vite !» Cocotte à vapeur, surnom donné aux roquettes, pas aller savoir pourquoi.
Winston se jette à plat ventre. Les prolos se trompent rarement quand ils lancent cet avertissement. À croire qu'ils possèdent un sixième sens qui les prévient quelques secondes à l'avance lorsqu'une roquette dégringole. Or, elles sont censées tomber à une vitesse supersonique. Winston se protège la tête de ses bras. Il a l'impression que le trottoir se soulève sous l'effet de la déflagration et il reçoit une grêle de menus objets sur le dos. Lorsqu'il se relève, il découvre que ce sont des bris de verre tombés de la fenêtre la plus proche. Il reprend sa marche. La bombe a démoli un groupe d'habitations 200 mètres plus loin dans la rue. Une épaisse fumée noire plane et au-dessus, dans un nuage de plâtre, la foule s'agglutine déjà autour des ruines. Il y a un petit tas de gravats sur le trottoir devant lui, avec, au milieu, une traînée rouge. Il parvient à sa hauteur. C'est une main humaine, sectionnée au niveau du poignet. À l'exception de la tranche sanguinolente, la main est blanchie, on dirait un moulage de plâtre. Il l'expédie dans le caniveau d'un coup de pied, et puis, pour éviter la foule, tourne à droite dans une rue transversale. En l'espace de 3 ou 4 minutes, il a quitté la zone sinistrée, et la vie grouillante et sordide continue comme si de rien n'était. On va sur les 20 heures. Les débits de boissons fréquentés par les prolétaires, ils appellent ça des pubs, regorgent de consommateurs. Leurs portes battantes, crasseuses, laissent à tout moment échapper un relent d'urine, de sueur et de bière aigre. Dans un angle formé par une façade en saillie, 3 hommes se serrent les uns contre les autres, celui du milieu tenant un journal plié que ses 2 compères étudient par-dessus son épaule. Avant même d'être assez proches pour déchiffrer l'expression de leur visage, Winston remarque la concentration qui traduit l'attitude de leur corps. De toute évidence, ils sont en train de lire une nouvelle capitale. Il n'est plus qu'à quelques pas lorsque le groupe se défait subitement, une violente altercation éclatant entre 2 des hommes. Pendant un instant, on pourrait croire qu'ils vont en venir aux mains. « Tu peux pas m'écouter quand je te cause, bon Dieu de bois, puisque je te dis que ça fait plus de 14 mois qu'il n'est pas sorti de numéro terminé par 7. Je te dis que si. Et moi, je te dis que non. À la maison, je les ai tous sur un bout de papier depuis 2 ans. Je les marque chaque fois. Ça fait pas un pli. Et je peux te dire qu'aucun 7. Mais si, qu'un 7 a gagné. Et je pourrais presque te répéter tous les chiffres, bon Dieu de bois. Ça se terminait par 407. C'était en février, la 2e semaine de février. Février mes fesses. Je les ai noirs sur blanc. Et je te dis que... fermez-la, dit le 3e. C'est de la loterie qu'il parle. Au bout de 30 mètres, Winston se retourne. Il discute toujours, visage intense et passionné. Le tirage, avec ses lots énormes, toutes les semaines, tel est le seul événement public qui intéresse les prolétaires. Il doit y en avoir des millions pour qui c'est même la seule raison de vivre. C'est tout à la fois leur plaisir, leur tranquillisant, leur folie, leur dopant intellectuel. Dès qu'il s'agit de la loterie, même ceux qui savent à peine lire et écrire sont capables des plus savants calculs et manifestent des prodiges de mémoire. Il y a toute une clique d'individus dont le gagne-pain consiste à vendre des martingales, des pronostics et des porte-bonheur. Winston n'a rien à voir avec la gestion de la loterie, qui relève du ministère de l'Abondance, mais il sait très bien, comme la plupart des membres du parti, que les gains sont largement imaginaires. On ne paie en fait que les petites sommes, les gagnants des gros lots étant des personnes fictives. Étant donné l'absence de communication entre les différentes régions de l'Océanie, le procédé passe comme une lettre à la poste. Pourtant, s'il y a un espoir, il est du côté du prolo. Il faut s'y accrocher. La proposition paraît raisonnable, mais quand on croise certains spécimens humains sur le trottoir, elle devient acte de foi. La rue qu'il a prise descend en pente raide. Il a le sentiment d'être déjà venu dans ce quartier. Il doit y avoir une grande avenue toute proche. Devant lui, là-bas, il entend du vacarme, des cris. La rue tourne à angle droit, puis se termine par des marches menant à une ruelle encaissée au fond de laquelle quelques marchands vendent des légumes fatigués. Il se rappelle où il est. La courette débouche sur un boulevard et au carrefour suivant, à moins de 5 minutes, se trouve la brocante où il a déniché le livre vierge sur lequel il écrit son journal. C'est dans une petite papeterie toute proche qu'il s'est procuré le porte-plume et la bouteille d'encre. Il s'arrête un instant en haut des marches. De l'autre côté de la courette, il aperçoit un petit pub misérable dont les fenêtres paraissent couvertes de givre tant elles sont poussiéreuses. Un très vieil homme, voûté mais vaillant, sa moustache blanche évoquant les antennes de la crevette, en pousse les portes battantes et entre. Tout en l'observant, Winston réalise que le vieux, il a bien 80 ans, devait être dans la force de l'âge quand la Révolution a éclaté.
Avec quelques-uns de ses pareils, ils sont le dernier maillon qui les relie au monde du capitalisme. Au parti même, il n'y a plus beaucoup de gens dont les idées aient été formées avant la Révolution. Presque toute la vieille génération a été liquidée au cours des grandes purges des années 50 et 60, et les rares survivants, terrorisés, ont depuis longtemps opéré une capitulation intellectuelle sans condition. S'il reste encore quelqu'un qui puisse faire un compte-rendu fidèle des conditions de vie au début du siècle, cela ne peut être qu'un prolétaire. Voilà que le passage copié dans le livre d'histoire lui revient en mémoire et, cédant à une impulsion, il décide d'entrer. Il va se débrouiller pour faire la connaissance du vieux et le questionner. Il lui dira « Racontez-moi votre vie, quand vous étiez gamin. C'était comme maintenant? Ça allait mieux ou c'était pire ?» En toute hâte, de peur de changer d'avis, il dégringole les marches et traverse la Venelle. C'est de la folie, bien sûr. Là, encore, aucun règlement n'interdit de parler aux prolétaires ou de fréquenter leur pub, mais le geste est bien trop insolite pour passer inaperçu. Si une patrouille se montre, il pourra toujours dire qu'il a eu un malaise, mais il n'est guère probable qu'on le croie. Il pousse la porte et une affecte odeur de bière aigre le prend à la gorge. Aussitôt, le vacarme des voix baisse de moitié. Il sent que dans son dos tout le monde lorgne son uniforme bleu. La partie de fléchettes en cours, au fond de la salle, s'interrompt presque 30 secondes. Le vieux, qui l'a suivi, est au bar, où il se dispute avec le barman. Un jeune type costaud, au nez crochu et aux avant-bras énormes. Un petit groupe de clients verres en main ne perd rien de la scène. « Je te l'ai demandé bien poliment, je crois », dit le vieux en redressant les épaules d'un air belliqueux. « Et tu me dis que t'as pas de chope d'une pinte dans ton rad à la gomme ?»« Mais c'est quoi, bon Dieu, une pinte ?» demande le barman en se penchant en avant, bout des doigts sur le comptoir. « Écoutez-moi ça se dit barman et ça c'est pas ce que c'est une pinte. Une pinte, c'est un demi-quart. Il y a 4 quarts dans un gallon. Tout à l'heure, va falloir que j'apprenne le b.a.-ba. »« Jamais entendu parler, rétorque le barman. Des litres et des demi-litres, c'est ça qu'on sert ici. T'as des verres sur l'étagère devant toi. »« Moi, j'aime bien les pintes, insiste le vieux. Ça ne devrait pas coûter grand-chose de m'en tirer une. On connaissait pas ces bons dieux de litres quand j'étais jeune. »« Quand t'étais jeune, on vivait encore dans les arbres, rétorque le barman avec un coup d'œil à l'attention des autres consommateurs. Éclat de rire général. Du coup, le malaise suscité par l'arrivée de Winston semble se dissiper. Sous ses poils blancs, le vieux a rougi. Il quitte le bar en grommelant et se heurte à Winston qui le prend par le bras avec douceur. « Puis-je vous offrir un verre ?»« Ça, c'est un monsieur, » dit l'autre en se redressant de nouveau. Il ne semble pas avoir remarqué l'uniforme bleu. « Une pinte !» lance-t-il agressivement au barman. « Une pinte de Wallop !» Le barman fait couler 2 demi-litres de bière de brun foncé dans les verres épais qu'il a rincés dans un seau, sous le comptoir. On ne sert que de la bière dans les pubs des prolétaires. Ils n'ont pas droit au gin, même si, en pratique, ils s'en procurent assez facilement. La partie de fléchettes a repris de plus belle et les hommes accoudés au comptoir se sont mis à parler de billets de loterie. Pendant un moment, la présence de Winston est oubliée. Il y a une table en bois blanc sous la fenêtre où il pourra parler avec le vieux sans risquer d'être entendu. C'est terriblement dangereux, mais du moins n'y a-t-il pas de télécran dans la salle? Il s'en est assuré dès son entrée. « Il n'aurait quand même pu me tirer une pinte !» grogne le vieux en s'asseyant avec son verre. « Un demi-litre, ça suffit pas, on reste sur sa soif. Et puis, 1 litre, ça fait trop, ça me déclenche la vessie, sans compter que c'est pas donné. » « Vous avez dû voir les changements considérables depuis que vous étiez jeune homme, hasarde Winston. Les yeux bleu pâle du vieux passent de la partie de fléchette au comptoir, puis du comptoir à la porte des toilettes, comme pour prendre la mesure des changements intervenus dans le pub. La bière était meilleure et moins chère. Quand j'étais jeune, la bière légère, on appelait ça de la Wallop, coûtait 4 pences la pinte. Avant la guerre que je vous parle. Laquelle ? Les guerres, c'est tout du même, répond vaguement le vieux. Il prend son verre et redresse les épaules de nouveau. Eh ben, à la bonne vôtre. Dans son gosier décharné, la pomme d'Adam saillante tressaute. La bière est engloutie. Winston va au bar et revient avec 2 demi. Le vieux semble avoir oublié ses a priori sur les inconvénients d'en boire 1 litre. Vous êtes beaucoup plus âgé que moi. Vous deviez déjà être adulte quand je suis né. Du coup, vous vous rappelez l'ancien temps d'avant la Révolution ? Les gens de mon âge ne connaissent pas grand-chose de cette période. On a lu des livres dessus, mais ce que disent les livres n'est peut-être pas vrai. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Les livres d'histoire nous disent que la vie était très différente avant la Révolution.
L'oppression, l'injustice et la pauvreté régnaient à un degré terrible qui dépasse l'imagination. Ici même, à Londres, la majorité des gens souffraient de la faim de leur vie durant. La moitié d'entre eux marchaient pieds nus. Ils travaillaient 12 heures par jour, ils quittaient l'école à 9 ans, couchaient à 10 dans la même pièce, et pendant ce temps-là, il y avait une poignée de gens, quelques milliers. On les appelait les capitalistes, qui étaient riches et puissants. Ils étaient propriétaires de tout ce qu'on pouvait posséder. Ils vivaient dans des demeures somptueuses avec 30 domestiques. Ils roulaient en automobile ou en fiacre tiré par 4 chevaux. Ils buvaient du champagne et portaient des hautes formes. Le visage du vieux s'éclaire. Des hautes formes, ça me fait drôle que vous en parliez. J'y ai repensé pas plus tard qu'hier, allez savoir pourquoi. Je me disais, tiens, ça fait un bail que j'en ai pas vu. Ils ont disparu, comme qui dirait. La dernière fois que j'en ai porté un, c'était pour l'enterrement de ma belle-sœur. Ce qui nous ramène... je vous dirai pas la date, mais ça doit faire dans les 50 ans. Naturellement, je l'avais loué pour l'occasion, vous pensez bien. Ce n'est qu'un détail, les hautes formes, dit Winston sans s'impatienter. Ce qui compte, c'est que ces capitalistes, plus quelques avocats et quelques prêtres qui vivaient à leur crochet, étaient les seigneurs de la terre. Tout tournait autour d'eux. Vous, les gens du peuple, les travailleurs, étiez leurs esclaves. Ils pouvaient faire de vous ce qu'il leur plaisait. Ils pouvaient vous faire expédier au Canada comme du bétail. Ils pouvaient coucher avec vos filles s'ils leur en prenaient fantaisie. Ils pouvaient vous faire fouetter avec un chat à 9 queues. Il fallait se découvrir sur leur passage. Chaque capitaliste sortait avec une horde de laquais. Le vieil homme s'illumine de nouveau. Des laquais! Ça, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis longtemps. Des laquais! Ça me ramène en arrière, oui, je me souviens. Ah, il y a des années, ça m'arrivait d'aller à Hyde Park le dimanche après-midi pour écouter les gars qui faisaient des discours. Des gars de l'armée du salut, des catholiques, des juifs, des indiens, tout ce que vous voulez. Et alors, il y en avait un, je pourrais pas vous dire son nom, c'était un sacré orateur. Il y allait pas par 4 chemins. Bande de laquais qu'il criait, laquais de la bourgeoisie, valet de classe dirigeante, parasite, tiens, c'en est un autre, celui-là. Et puis, hyène, il les traitait carrément de hyènes. Il parlait du parti travailliste, vous pensez bien. Winston a l'impression de s'être engagé dans un dialogue de sourds. En fait, ce que je voulais savoir, c'était si vous avez l'impression d'être plus libre qu'à cette époque-là. Est-ce que vous êtes traité plus humainement? Dans l'ancien temps, les riches, ceux qui étaient en haut. La chambre des lords, glisse le vieux à qui la mémoire revient. La chambre des lords, si vous voulez. Ce que je demande, c'est... Est-ce que ces gens se croyaient autorisés à vous traiter en inférieur simplement parce qu'ils étaient riches et vous pauvres? Est-il vrai, par exemple, qu'il ait fallu les appeler monsieur et se découvrir sur leur passage? Le vieux paraît réfléchir intensément, et il descend le quart de son verre avant de répondre. Oui, ils aimaient bien qu'on touche son chapeau en signe de respect, si vous voulez. C'est pas que j'étais d'accord, moi, qui vous parle, mais je l'ai fait plus d'une fois. On n'avait pas trop de choix, comme qui dirait. Et je ne fais que vous répéter ce que j'ai dit dans les livres d'histoire. Est-ce que c'était courant qu'eux et leurs domestiques vous poussent dans le caniveau quand ils passaient sur les trottoirs? Il y en a un qui m'a poussé une fois, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le soir des régates. Il y avait un raffut ces soirs-là, et voilà que je me cogne à un jeune type sur Shaftesbury Avenue. Fringué comme un milord, attention, belle chemise, haute forme, par-dessus noir. Seulement, il marchait pas droit, si bien que je me suis cogné à lui sans faire exprès. Et il me dit comme ça, « Tu peux pas regarder où tu mets les pieds, toi ?» Et moi je réponds, « C'est peut-être que vous avez acheté le trottoir ?» Des espèces d'insolents qu'il me fait, et je vais te tordre le cou. Vous êtes saoul, je lui dis. Attendez un peu que je vous mette une raclée. Eh ben, croyez-moi si vous voulez, voilà qu'il m'appuie la main sur la poitrine et il me donne une poussée qui a failli me faire rouler sous l'autobus. J'étais jeune à l'époque, j'en aurais bien collé une seulement. Winston est envahi par un sentiment d'impuissance. La mémoire du vieux n'est plus qu'une vaste décharge de détails. Il pourrait lui poser des questions toute la journée sans obtenir de véritables informations. Les livres disent peut-être la vérité à leur manière, voire la disent toutes. Il fait une dernière tentative. Je ne suis peut-être pas clair. Là où je veux en venir, c'est que vous avez vécu une longue vie. En fait, vous avez vécu la moitié avant la Révolution. Par exemple, en 1925, vous étiez déjà adulte. Est-ce que vous diriez que dans votre souvenir, on vivait mieux ou plus mal que maintenant? À choisir, qu'est-ce que vous préféreriez?
Le vieux considère la cible des fléchettes d'un air pensif. Il vide son verre, plus lentement que le précédent, et quand il reprend la parole, c'est avec un air de philosophe débonnaire, comme si la bière l'avait ramené à de meilleurs sentiments. Je vous vois venir. Vous pensez que je vais vous dire que j'aimerais bien retrouver ma jeunesse? Parce qu'en général, c'est ce que les gens répondent si vous leur demandez. Quand on est jeune, on a la santé, on a la force, alors que quand on arrive à mon âge, on est tout le temps patraque. Moi, mes pieds me font souffrir le martyre, ma vessie, je vous en cause pas, elle me tire du lit des 6-7 fois par nuit. Mais d'un autre côté, il y a des gros avantages à être vieux. On n'a plus les mêmes tracas, plus rien à voir avec les femmes, et ça c'est quelque chose. J'ai pas eu de femme, ça doit bien faire 30 ans, si vous voulez me croire. Peux pas vous dire que ça me manque par-dessus le marché. Winston s'adosse au rebord de la fenêtre. Inutile de poursuivre. Il s'apprête à aller chercher une nouvelle tournée de bière quand le vieux se lève d'un coup et se dirige en toute hâte vers les urinoirs puants, au flanc de la salle. Le demi-litre en prime est déjà en train de faire son effet. Winston contemple son verre vide une minute et, sans qu'il s'en aperçoive, ses pieds le ramènent dans la rue. D'ici 20 ans tout au plus, on aura cessé une fois pour toutes d'être en mesure de répondre à la question simple et capitale: vivait-on mieux avant la Révolution que maintenant? À vrai dire, c'est déjà le cas puisque les rares survivants de l'Ancien Monde sont incapables de comparer. Ils ont retenu pléthore de détails inutiles, querelles avec un collègue, expédition pour retrouver une pompe à vélo, expression du visage d'une sœur morte depuis des lustres, tourbillon de poussière un matin de vent, il y a 70 ans. Mais les faits pertinents n'entrent pas dans leur champ de conscience. Leur œil de fourmi voit les menus objets, non les grands. Alors, entre ces mémoires qui flanchent et les archives qui mentent, tout critère d'évaluation ayant disparu sans retour, force est d'accepter les prétentions du parti à avoir amélioré les conditions de vie. À ce moment précis, ses pensées s'interrompent. Il s'arrête et lève les yeux. Il se trouve dans une ruelle qui compte quelques boutiques obscures parmi les immeubles d'habitation. Au-dessus de sa tête, pendant 3 globes de métal écaillés, jadis dorés sans doute. Il a l'impression de connaître les lieux, et pour cause, le voilà devant la brocante où il a acheté son futur journal. Un frisson le parcourt. Ce simple achat était déjà assez imprudent. Il s'est juré de ne plus jamais s'approcher de l'endroit. Et pourtant, dès qu'il a laissé ses pensées vagabonder, ses pieds l'y ont ramené tout seul. C'est précisément dans l'espoir de se prémunir contre ces tendances suicidaires qu'il a commencé son journal. Dans le même temps, il observe que, malgré l'heure tardive, 21h, la boutique est encore ouverte. Jugeant qu'il se ferait moins remarquer à l'intérieur que sur le trottoir, il franchit la porte. Si on lui demande ce qu'il fait là, il pourra toujours répondre qu'il cherche des lames de rasoir. C'est plausible. Le brocanteur vient d'allumer une lanterne à huile qui dégage une odeur malsaine et pourtant engageante. Il peut avoir dans les 60 ans. Il est frêle et voûté, avec un long nez bienveillant et des yeux placides derrière ses verres épais. Ses cheveux sont presque blancs, mais ses sourcils broussailleux encore noirs. Ses lunettes, ses mouvements mesurés et précieux, sa veste de velours noir fatigué, lui donnent un vague air d'intellectuel, d'homme de lettres peut-être, ou encore de musicien. Il parle d'une voix douce, comme fanée, et il n'a pas l'accent à couper au couteau de la plupart de ses congénères. « Je vous ai reconnu sur le trottoir, dit-il aussitôt. Vous êtes le monsieur qui a acheté l'album souvenir de la jeune fille. Quel beau papier ce bouquin. Ça s'appelait Du Verger. Comme ça, on n'en fait plus depuis, je dirais, 50 ans. » Il observe Winston par-dessus ses lunettes. « Je peux faire quelque chose pour vous, ou bien vous êtes juste venu jeter un coup d'œil ?»« Je passais par ici, » répond Winston sans se compromettre. « Alors, je suis entré. Je ne cherche rien de particulier. »« Ça tombe bien, parce que je doute que j'aurais pu vous satisfaire. » Sa main douce a un geste d'excuse. « Vous voyez où j'en suis? La boutique est vide, pour ainsi dire. Entre nous, l'Antiquité, c'est fini. Il n'y a plus de demande et il n'y a plus de marchandises. Les meubles, la porcelaine, le verre, on a fini par les casser. Et puis, bien sûr, tout ce qui était métal a fondu. Ça fait des années que je n'ai pas vu un chandelier en laiton. » À vrai dire, la minuscule boutique est pleine à craquer, mais il n'y a presque aucun article d'une valeur quelconque. On cherche où poser les pieds parce que le long des murs s'empilent d'innombrables cadres poussiéreux. Dans la vitrine, ce sont des plateaux d'écroués de boulons, des ciseaux usés, des canifs à lames cassées, des montres ternies, qui ne font même pas semblant de fonctionner. Tout un bric-à-brac, bon pour la casse. Mais sur une petite table,
dans l'angle où s'entassent toutes sortes de brimborions, tabatières en lac, broches d'agate, etc., il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Comme Winston s'en approche, un objet rond et lisse qui luit sous la lampe attire son regard. Il le prend. C'est une lourde boule de verre, bombée d'un côté et plate de l'autre, une demi-sphère. Le verre présente un aspect liquide singulier, à la fois dans sa couleur et sa texture. Et comme il fait loupe, on aperçoit à l'intérieur un curieux objet rose et biscornu qui évoque une fleur ou une anémone de mer. « Qu'est-ce que c'est » s'enquiert Winston. « Du corail. Ça doit venir de l'océan Indien. Dans le temps, ils en faisaient des inclusions dans du verre. Ça a bien 100 ans, si ce n'est plus. »« Bel objet, » commente Winston. « Bel objet, oui, mais il n'y a plus grand monde pour le dire aujourd'hui, » approuve le brocanteur entre deux toussotements. « Maintenant, si par hasard vous étiez acquéreur, ça vous coûterait 4 $. Je me rappelle le temps où un objet de ce genre allait chercher dans les 8 livres, et 8 livres, je ne sais plus combien ça faisait, mais c'était beaucoup d'argent. Seulement, l'antiquité authentique n'intéresse plus personne aujourd'hui, même les rares pièces qui restent. » Winston paie aussitôt les 4 $ demandés et glisse l'objet convoité au fond de sa poche. Ce qui lui plaît, ce n'est pas tant sa beauté que l'air qu'il a d'appartenir à une époque fort différente de l'actuelle. Ce verre doux, comme une goutte de pluie, ne ressemble à aucun qu'il ait vu déjà. L'objet est doublement séduisant, d'abord à cause de son inutilité apparente, même s'il s'agit sans doute de ce qu'on appellerait un presse-papier. Il pèse très lourd dans sa poche, mais heureusement ne fait pas de bosse. Objet curieux, objet compromettant même pour un membre du parti. Tout ce qui est ancien, et d'ailleurs tout ce qui est beau, est toujours vaguement suspect. Le vieil homme paraît nettement ragaillardi par les 4 $. Winston comprend qu'il en aurait accepté 3, voire 2. « J'ai une autre salle à l'étage. Si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, il n'y a pas grand-chose, quelques pièces. On ferait mieux de prendre une lampe si on monte. » Il en allume une autre et, le dos courbé, précède Winston d'un pas lent. Il monte l'escalier aux marches raides et usées, puis traverse un petit couloir menant à une pièce qui ne donne pas sur la rue, mais sur une cour pavée et une forêt de cheminées. Winston remarque que les meubles sont disposés comme si elle était encore habitée. Carpette au sol, un ou deux tableaux au mur et un fauteuil profond et avachi devant l'âtre. Une pendule sous globe à l'ancienne fait tic-tac sur la cheminée. Sous la fenêtre, occupant presque un quart de la pièce, un lit immense et son matelas. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme, » dit le vieil homme en manière d'excuse. « Je vends les meubles petit à petit. Ça, c'est un beau lit en acajou. Enfin, ce serait un beau lit si on arrivait à se débarrasser des punaises. Mais sans doute que vous le trouveriez un peu encombrant. » Il tient la lampe assez haut pour illuminer toute la pièce qui, sous cet éclairage chaud et discret, semble singulièrement accueillante. L'idée traverse furtivement Winston qu'il n'aurait sans doute aucun mal à la louer pour quelques $, la semaine, s'il était prêt à tenter le coup. C'est une aspiration délirante qu'il faut oublier tout de suite. Mais la pièce a éveillé en lui une nostalgie, une mémoire ancestrale. Il a l'impression de savoir exactement ce qu'on éprouve à s'asseoir dans ce fauteuil devant le foyer, les pieds sur le garde-feu, l'eau qui chauffe dans la bouilloire. Parfaitement seul, parfaitement en sécurité, sans personne qui vous observe. Pas de voix qui vous harcèle, pas le moindre bruit à part la bouilloire qui chantonne et le tic-tac sympathique de la pendule. « Il n'y a pas de télécran ?» ne peut-il s'empêcher de murmurer. « Ah !» répond le vieux, « je n'en ai jamais eu. Trop cher. Et puis, au fond, je n'en ai jamais éprouvé le besoin non plus. Et là, dans le coin, vous avez une jolie table demi-lune, à condition de remplacer les charnières naturellement, si vous voulez déplier les abattants. » Il y a une petite bibliothèque dans l'autre coin et déjà Winston a gravité dans sa direction. Elle ne contient que du rébus. La traque et la destruction des livres ont été réalisées avec le même zèle dans les quartiers prolétaires qu'ailleurs. On ne trouve sans doute plus un seul livre publié avant 1960 dans toute l'Océanie. Le vieil homme, muni de sa lanterne, s'est arrêté devant un tableau dans un cadre en bois de rose accroché de l'autre côté de la cheminée, en face du lit. Maintenant, si jamais vous vous intéressez un peu aux gravures anciennes, commence-t-il avec tact. Winston s'approche pour la regarder. C'est une gravure qui représente un édifice ovale aux fenêtres rectangulaires avec une tourelle devant. Une grille court tout autour et on devine une statue au fond. Le cadre est fixé au mur, mais si vous voulez, je vous le descends. Je le connais, cet édifice,
finit par dire Winston. Il est en ruine aujourd'hui, il se trouve au milieu de la rue devant le palais de justice. En effet, devant les cours de justice, il a été bombardé en... Ça fait des années. C'était une église autrefois, Saint-Clément des Danois, ça s'appelait. Il sourit d'un air d'excuse, comme s'il avait dit quelque chose de ridicule, et il ajoute « Orange et citron », disent les cloches de Saint-Clément. « C'est quoi ça ?»« Oh ça, orange et citron », disent les cloches de Saint-Clément. « C'est une comptine de quand j'étais gamin. La suite, je ne m'en rappelle pas, mais je me rappelle comment ça finissait. Voici une chandelle pour monter dans ta chambrette, et voici le couperet qui te coupera la tête. » C'était comme une ronde. Les enfants faisaient un pont avec leurs bras. On passait en dessous et au moment où ça disait « te coupera la tête », ils abattaient les bras sur le cou de celui qui passait. Ce sont des noms d'églises. Ça énumérait toutes les églises de Londres, les plus importantes en tout cas. Winston se demande vaguement à quel siècle l'église appartient. Il est toujours difficile de dater un bâtiment dans Londres. Tout immeuble vaste et imposant, pourvu qu'il paraisse raisonnablement neuf, est automatiquement déclaré construit depuis la Révolution. Et tout ce qui a manifestement été édifié auparavant est déclaré remonter à une période lointaine appelée Moyen Âge. Il est bien connu que des siècles de capitalisme n'ont rien produit qui ait la moindre valeur. Il ne faut donc pas espérer apprendre l'histoire par le biais de l'architecture, pas plus que par celui des manuels scolaires, des statues, des inscriptions, des plaques commémoratives, du nom des rues, car tout ce qui aurait pu faire la lumière sur le passé a été méthodiquement falsifié. J'étais loin de me douter que c'était une église à l'origine. En fait, il en reste beaucoup, simplement on les a réaffectés. Mais que disait donc ma comptine ? Ah, ça me revient. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. Voilà, après, je ne sais plus. Le florin, c'était une pièce de monnaie. Et Saint-Martin, où était-ce ? Saint-Martin, elle est toujours là, place de la Victoire, à côté de la galerie des tableaux. C'est un édifice au fronton triangulaire avec des colonnes et une grande volée de marches. Winston connaît bien l'endroit, aujourd'hui musée de la propagande, avec toutes sortes de pièces, modèles réduits de roquettes et de forteresses flottantes, tableaux de cire représentant les atrocités commises par les ennemis, etc. Saint-Martin-des-Champs, ça s'appelait, quoique j'ai pas souvenir d'avoir vu tellement de champs autour. Winston n'achète pas la gravure, il serait plus incongru encore de l'avoir chez lui que le presse-papier de verre. Du reste, il ne pourrait pas l'emporter, sauf à la sortir de son cadre. Mais il s'attarde quelques minutes à parler avec le vieux brocanteur qui ne s'appelle pas Wicks, comme il l'avait cru d'après l'inscription de la devanture, mais Charrington. Monsieur Charrington, donc, est un veuf de 73 ans qui habite sa boutique depuis 30 ans, et il a toujours voulu changer le nom au-dessus de la vitrine sans jamais s'atteler à la tâche. Pendant qu'il bavarde, la comptine à demi oubliée continue de courir dans la tête de Winston. « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément, tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. » C'est drôle, mais en récitant ces phrases, on a l'illusion d'entendre des cloches. Les cloches d'un Londres disparu qui existerait encore quelque part, mais grimées, oubliées. Tous ces clochers fantômes, il croit les entendre carillonner l'un après l'autre. Autant qu'il s'en souvienne, pourtant, de toute sa vie, il n'a jamais entendu de cloche sonner. Il quitte M. Charrington et descend l'escalier tout seul pour que le vieil homme ne le voie pas jeter un coup d'œil dans la rue avant de franchir la porte. Il a déjà décidé qu'au bout d'un laps de temps convenable, mettons 1 mois, il prendra le risque de retourner à la boutique. Ce n'est peut-être pas plus dangereux que de se dispenser d'une soirée au centre. Le vrai coup de folie a été de revenir ici, après avoir acheté ce journal et sans savoir qu'il pouvait faire confiance au propriétaire de la boutique. Et pourtant... Oui, il reviendra. Il achètera d'autres reliefs de ce bric-à-brac magnifique. Il achètera la gravure de Saint-Clément des Danois, la sortira de son cadre et l'emportera chez lui en la cachant dans sa veste. Il ira récupérer le petit poème au fond de la mémoire de M. Charrington. Même le projet délirant de louer la chambre au-dessus lui traverse l'esprit en un éclair pour la 2e fois. Pendant peut-être 5 secondes, l'exaltation lui fait perdre toute prudence. Il sort sur le trottoir sans avoir même jeté un coup d'œil par la vitrine. Il s'est mis à chanter sur un air improvisé. « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément, tu me dois 3 florins, disent les... » Tout à coup, son cœur se glace et ses entrailles se liquéfient. Une silhouette en uniforme bleu arrive sur le trottoir, à moins de 10 mètres de lui. C'est la fille du service littérature, la brune.
Le jour décline, mais il la reconnaît sans peine. Elle le regarde droit dans les yeux, puis poursuit son chemin, à grands pas, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, il demeure tétanisé. Puis, il tourne à droite et s'éloigne d'un pas lourd, sans s'apercevoir tout d'abord qu'il part dans la mauvaise direction. Du moins, une question est-elle réglée? Le doute n'est plus permis. La fille l'espionne. Elle doit l'avoir suivi jusqu'ici, car comment croire que le hasard seul l'ait conduite dans cette ruelle-là, ce soir-là, et pas un autre, à des kilomètres des quartiers d'où vivent les membres du parti? C'est cousu de fil blanc. Agente de la Mantopolis ou simple espionne amateur poussée par un zèle intempestif, peu importe. Le problème, c'est qu'elle le surveille. Sans doute l'a-t-elle vu entrer dans le pub aussi. Il avance avec effort. Dans sa poche, la boule de verre bat contre sa cuisse à chaque pas. Il se demande plus ou moins s'il ne va pas l'en sortir et l'acheter. Le pire, c'est la colique. Pendant 2 minutes, il croit qu'il va mourir s'il ne trouve pas des toilettes dans les plus brefs délais. Mais des toilettes publiques, il ne risque pas d'y en avoir dans un quartier comme celui-ci. Puis, le spasme cesse, laissant derrière lui une douleur sourde. La rue est une impasse. Il s'accorde une pause de quelques secondes pour délibérer, puis il revient sur ses pas. Il a croisé la fille, il n'y a pas 3 minutes. En courant, il la rattrapera sans doute. Il pourrait la suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit à l'écart où il lui fracasserait le crâne à coups de pavé. D'ailleurs, la boule de verre au fond de sa poche est assez lourde pour cet office. Mais il renonce aussitôt car l'idée de fournir un effort physique lui est insupportable. Il est incapable de courir, incapable de porter un coup. En plus, cette fille est jeune et vigoureuse. Elle se défendra. Il envisage aussi de foncer au centre et d'y rester jusqu'à la fermeture pour se constituer au moins un alibi partiel. Mais cette idée lui paraît tout aussi irréalisable. Une lassitude mortelle s'est emparée de lui. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, au plus vite, se mettre dans un fauteuil, rester tranquille. Il est 22 heures passées quand il regagne son appartement. L'extinction des feux a lieu à 23h30. Il va à la cuisine et ingurgite une tasse de gin pleine à ras-bord, ou presque. Puis, il s'installe à la table de l'alcôve et sort le journal du tiroir. Mais il ne l'ouvre pas tout de suite. Sur le télécran, une femme à la voix claironnante est en train de beugler un chant patriotique. Il regarde la couverture marbrée du livre et tente en vain d'expulser la voix de son champ de conscience. C'est la nuit qu'ils viennent. Toujours la nuit. On a intérêt à se tuer avant de se faire coincer. Certains y parviennent, sans aucun doute. Souvent, les disparitions ne sont pas autre chose que des suicides, mais il faut l'énergie du désespoir pour se tuer dans un monde où il est strictement impossible de se procurer des armes à feu ou un poison efficace et rapide. Il se met à penser avec un certain ébahissement à l'inutilité biologique de la peur et de la douleur, à la trahison du corps qui se fige dans une forme d'inertie quand on lui demande un effort particulier. Il aurait pu faire taire la fille s'il avait agi vite, mais précisément face à l'imminence du danger, il a perdu tout pouvoir d'agir. Il est frappé de découvrir que, dans les moments de crise, on ne se bat jamais contre un ennemi extérieur, mais toujours contre son propre corps. Maintenant encore, malgré le gin, la douleur sourde dans son ventre lui interdit toute pensée articulée, et il en va de même dans toutes les situations tragiques ou héroïques. Sur le champ de bataille, dans la chambre des tortures, sur le vaisseau en perdition, on oublie pourquoi on se bat, parce que le corps prend des proportions telles qu'il finit par remplir l'univers. Et même quand on n'est pas paralysé par la peur ou par une douleur à hurler, la vie est un combat de tous les instants contre la faim, le froid, le manque de sommeil, contre les aigreurs d'estomac ou les maux de dents. Il ouvre le journal, il est important d'y consigner quelque chose. Sur le télécran, la femme a entonné un nouvel hymne. Il a l'impression que cette voix s'enfonce dans son cerveau comme des éclats de verre pointus. Il essaie de penser à O'Brien, pour qui il a écrit ce journal, à qui il le destine, mais il ne peut que penser à ce qui lui arrivera si la Mantopolis vient le chercher. Ce serait moindre mal d'être exécuté tout de suite. Tu t'attends à être tué, mais auparavant, il faut subir tout le rituel des aveux. Personne n'en parle, mais tout le monde est au courant. Mordre la poussière, implorer leur pitié, entendre le craquement des os qu'ils te fracassent, supporter l'horreur des dents qu'ils t'explosent, des caillots de sang dans les cheveux. Pourquoi faut-il, puisque la fin est toujours la même? Pourquoi ne peut-on retrancher quelques jours, quelques semaines à sa vie? Personne ne réussit à passer entre les mailles du filet, personne ne manque jamais d'avouer. Quand tu es convaincu de manteau-crime, l'exécution n'est plus qu'une affaire de date. Alors, pourquoi cette abomination gratuite qui t'attend au tournant?
Il tente, avec un peu plus de succès cette fois, de faire surgir l'image d'Aubryen. « Nous nous retrouverons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres, lui a-t-il dit. Il sait ce que ça signifie, du moins il croit le savoir. Le lieu sans ténèbres, c'est l'avenir rêvé, celui que personne ne verra jamais, mais qu'il devient possible de partager par une sorte de prémonition mystique. Seulement, avec la voix du télécran qui lui chauffe les oreilles, il n'arrive pas à réfléchir plus avant. Il met une cigarette entre ses lèvres et, aussitôt, la moitié du tabac se répand sur la langue, poussière amère qu'il a du mal à cracher. Le visage de Big Brother se coule dans son cerveau, chassant celui d'Aubryen. Tout comme il l'a fait quelques jours plus tôt, il tire une pièce de sa poche et l'observe. La face aux traits lourds le regarde, calme, protectrice. Mais quel est ce sourire sous la moustache noire? Les mots de plomb lui reviennent et sonnent comme un glas. Guerre et paix, liberté et servitude, ignorance et puissance. C'est la fin de notre chapitre et de la première partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, c'est assez inquiétant de voir vivre dans la peur comme ça. Je pense qu'on est bien dans notre petit monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse me redire ça en commentaire. Et puis, on entame bientôt donc, du coup, la deuxième partie que je voulais vous teaser un petit peu, mais je n'ai aucune idée de ce qui nous attend dans cette seconde partie. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une très bonne nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre lecture. À bientôt!